Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. Objectif manqué pour les Canaries. Les footballeurs nantais ne finiront pas dans les 10 premiers du championnat comme le souhaitait le président Valdemar Kita. Le président nantais qui n'a d'ailleurs pas caché sa déception samedi soir après le match nul face à Lorient, 1 but partout, on en parle dans l'émission. Ce week-end, le rideau va se refermer sur la Ligue 1, sur cette saison 2014-2015. Les Canaries terminent à Amiens face au Racing Club de Lens. Déjà relégué en Ligue 2, un match pour du beurre, sans supporters nantais interdits par la Ligue de faire le déplacement. On y revient également dans la prochaine heure. Il s'est fait très rare dans les médias cette saison, mais il a accepté l'invitation de Foot Foot aujourd'hui. Lucas Do, le milieu de terrain nantais, est notre invité. Bonjour Lucas. Sa saison, ses envies, ses objectifs, son avenir. On essaiera de parler de tout ça dans la prochaine heure avec vous également. À ses côtés, un habitué de l'émission, Nicolas Gillet, ancien défenseur du FC Nantes. Salut Nico. Bonjour. Et puis deux journalistes, Guillaume Leroux, journaliste indépendant. Bonjour. Salut. Et Julien Soyer de Ouest France. Salut Julien. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. Si vous en avez, bien évidemment, on y va. Coup de cœur, coup de gueule, Lucas. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule. Ah. Pour votre générique, j'en peux plus. Ça fait 3-4 fois que je viens, c'est toujours le même, faut penser. Ce qui veut dire, c'est que vous regardez l'émission régulièrement, alors. Allez, encore un petit peu. On n'a que 52 minutes d'émission en même temps, il y a plein de choses à dire. Donc, mais je parle aussi de la vidéo, des écrans qui sont là, tout ça. Dans le prochain, vous serez dans le prochain. D'accord, ok. Nico, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur pour l'Hermine de Nantes qui... En basket, là, il y a deux représentants qui sont venus récemment pour une compétition de foot-golf qu'on organisait avec Olivier Quin, Mustapha Ndiaye et Pachelis Morland, qui ont joué le jeu du foot-golf et qui font une très belle saison et qui sont en passe de commencer les playoffs, là, en espérant pour eux que le meilleur. Voilà, mais, Ce sera le 29 mai, on ne sait pas encore contre quelle équipe, puisqu'ils jouent face à Orchy, leur dernière journée de Pro B demain soir. Ils vont encore finir 3e, il me semble. Exactement. C'est pas le résultat, donc, Julien, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, moi, un peu contre ces fédérations ou ces ligues qui font durer leur championnat jusqu'à pas d'heure avec des trêves, jusqu'à pas d'heure dans la saison, hein, évidemment, avec des trêves interminables en cours de saison. Ça rend un peu difficile à lire ces championnats et on se retrouve à jouer encore en juin, à jouer pendant l'hiver, pendant les fêtes de Noël. Je trouve que les sportifs ne sont pas des animaux et ce serait bien qu'on leur laisse le temps de souffler et qu'on donne un peu plus de lisibilité à leur championnat en resserrant parfois la durée de ces exercices. Guillaume, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, moi, pour Philippe Djordjevic, qui a disputé hier la finale de la Coupe d'Italie avec son équipe de Lazio-Rome. Alors, ils ont perdu 2-1, mais il a joué une bonne heure de jeu. Il est rentré à demi-heure de jeu à la place de Klose. Il a tapé le poteau, une superbe frappe des 20 mètres. Et il revient en forme. Il a été longtemps blessé, là, et il revient en forme. Il va probablement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il avait fait le bon choix en signant dans ce club-là. Allez, un petit coup de cœur également pour moi, pour la folie des tatouages chez les footballeurs. Et il faut aller à Pornic, regardez ces images, pour voir les footballeurs nantais aller se faire tatouer, dont Lucas Do d'ailleurs. Vous y étiez hier après-midi. Vous êtes allé également avec Vincent Bessa et Serge Gagpé à la rencontre des supporters nantais de la station balnéaire. Vous avez, vous aussi, cédé à la folie du tatouage, Lucas ? Ouais. Mais c'est discret, moi. Je les vois un peu. Vous pouvez les montrer rapidement. Non. À l'intérieur des bras? C'est fait exprès, donc je ne les montrerai pas. D'accord. Valeur personnelle, et je me suis laissé avoir, mais rien de bien impressionnant par rapport à ce que peut porter Vincent. Par exemple, 20 heures, je lisais, 20 heures sur le dos de Vincent Bessa à faire 30, je crois. 30 heures même. Ouais. Vous n'irez pas jusque-là? Non. Il y a d'autres choses à faire. Peut-être sur 10 ans, ouais, mais là, en si peu de temps, il a fait fort. Allez, un des tatoués justement de la Maison Jaune va quitter le club des Bordelais. C'est le Danois Kian Hansen, on l'avait vu avec son Laurel et Hardy sur les bras tatoués. Il devrait s'engager avec Michelin, c'est le récent champion du Danemark. C'est une vraie surprise, Julien, ce départ annoncé hier par nos confrères de 20 minutes. Ouais, c'est assez surprenant, même s'il n'avait pas caché, il ne cachait plus
son mal-être de jouer à la récupération. Parce qu'il faut le rappeler, il était venu pour être défenseur central et remplacer Papy Djilobodji déjà la saison prochaine. Ouais, on va y revenir dans un instant. C'est un peu une surprise. Donc, et puis, ce qui ne s'était pas caché aussi dans une interview plus ou moins récente, de ne pas être très bien à Nantes, tout simplement, de ne pas s'épanouir. Donc, finalement, tout ça mis bout à bout, et puis ses performances depuis décembre sont quand même un peu en deçà. Ouais. Donc, peut-être que... Voilà. Malgré tout, ça reste surprenant de le voir quitter les Bordelais au bout d'un an comme ça. Oui, parce qu'il avait signé pour 4 saisons à Nantes. Guillaume, c'est assez rare de voir un joueur comme ça décider au bout d'un an d'être plié bagage. Oui, on ne s'y attendait pas. Ce n'était pas un départ sur lequel on avait misé pendant le mercato, mais s'il n'était pas bien, si pour lui qui parte, après il aurait pu vouloir partir et ne pas trouver de point de chute. Là, en l'occurrence, il a pu en trouver un. Puis le champion de Danemark, c'est pas n'importe qui. Donc, ça va en plus lui permettre de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est plutôt une bonne pioche pour lui. Puis pour le FC Nantes, c'est dommage, mais bon, c'est vrai que sur la fin de saison, il a quand même pas été irréprochable. Lucas, vous étiez au courant du départ de Kian Hansen, ou vous aussi, vous avez été surpris comme ça qu'on l'annonce au dernier moment? Surpris, oui et non. Puisqu'il a toujours eu du mal à s'intégrer dans le groupe. Il n'a jamais trop parlé. Au bout d'un an, il ne parle toujours pas un mot de français. Et on ne le sentait pas bien. Je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes personnels aussi. Donc, c'est aussi pour ça qu'il retourne là-bas. Ça peut y jouer, ouais. Ça peut y jouer. Un peu le mal du pays, on peut comprendre. Peut-être il y en a qui sont comme ça, qui ont du mal à être éloignés de leur famille. Et... dommage pour lui, c'est pas grave. Nicolas, dans votre carrière, vous avez eu affaire comme ça à des joueurs étrangers dans vos équipes qui avaient du mal à s'intégrer. C'est compliqué finalement de découvrir un nouveau championnat. Faut avoir l'envie, il faut avoir les intentions pour. Et puis voilà, des fois quand on part, on ne se rend pas compte de ce qu'on va découvrir. Nous, c'est arrivé, il me semble que Nestor Fabri et Diego Busto, c'est arrivé à peu près dans les mêmes années. Ouais. Non, c'est pas la même année même. 2 Argentins. Et Nestor a parlé au bout de 15 jours, j'allais dire, il commençait à parler français parce qu'il voulait, il avait quelqu'un tous les jours chez lui, il avait envie de ça. Diego Bustos n'a jamais parlé un mot de français aussi, il est parti au bout d'un an, pareil. Donc il a eu des problèmes aussi physiques toute l'année, mais c'était un très très bon joueur. Hein. Mais il n'a pas eu l'envie de s'intégrer, il n'a pas mis les intentions, nous on voulait faire notre possible, mais bon, c'est pas facile quand on ne parle pas non plus la langue de... Voilà, passer par quelqu'un, un traducteur, c'est compliqué. Donc, mais voilà, ça peut arriver. Donc c'est compréhensible. Maintenant, tout le monde aurait aimé le voir aussi à jouer à son vrai poste. Quel souvenir vous garderez en un mot de Kian Hansen sur cette saison? Bonne première partie de saison, on va dire, et puis la blessure face à Bordeaux au mois de décembre. Puis derrière, comme vous le disiez, Julien, K1KA, c'est ça? Ouais, moi je retiendrai un Scandinave, quoi. Voilà, enfin, c'est pas du tout un préjugé ou quoi que ce soit, mais il avait la froideur que son pays, que laisse préjuger son pays, pas humainement évidemment, mais dans le climat. Lucas, on va s'intéresser à vous. Désormais, vous terminez votre 3e saison au FC Nantes. Vous avez connu la montée, les 2 maintiens consécutifs en Ligue 1. Vous êtes encore sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2016. On reparlera tout à l'heure d'ailleurs de votre avenir si vous voulez bien. Mais d'abord, 3 ans après votre arrivée à Nantes, vous êtes toujours aussi heureux, toujours aussi épanoui ici, en Loire-Atlantique? Ouais, mis à part le temps, toujours. Toujours un peu compliqué. Problématique, mais ouais, c'est un bonheur d'évoluer au sein de cette maison jaune avec le public, avec le climat qu'il y a ici. On va dire que je suis quand même apprécié plus ou moins des personnes ici, donc c'est toujours plus facile pour être heureux. Après, il y a eu des hauts et des bas qui ont fait que des fois c'est un peu plus compliqué, mais bon, je suis pas de nature fataliste, donc je me suis accroché et puis voilà, la roue elle tourne. Que vous ont appris ces 3 saisons justement au FC Nantes et puis ces 2 saisons au plus haut niveau, sur et en dehors du terrain, des relations peut-être avec les journalistes, avec l'environnement d'un club de Ligue 1? Y a beaucoup plus de médiatisation quand on est en Ligue 1 que lorsqu'on est en Ligue 2. C'est vrai, j'ai pu m'en apercevoir parce que je faisais les mêmes déclarations en Ligue 2 en national, mais ça n'avait pas la même répercussion. D'où ma prise de position de me retirer un peu du paysage médiatique. Ouais, voilà, exactement. C'était un petit peu compliqué à un moment donné, j'en avais un peu marre. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et puis sinon, ce que je retiens, c'est que tout est possible.
Tout est possible parce que je suis formé dans un club de Ligue 2. J'ai pas mal galéré avant de venir ici. J'ai joué en national. Il y a même un moment où Reims ne voulait plus me garder, voulait me prêter en national. C'était difficile, mais je me suis accroché et puis voilà. Je suis content, je joue contre des joueurs incroyables. Je pense que j'ai réussi aussi à progresser. Et en tant qu'homme, c'est important aussi de savoir qu'on arrive à progresser. C'est une sorte de satisfaction personnelle. Oui. Messieurs, Lucado de 2012 et le Lucado de maintenant, c'est pas le même. Julien, vous qui avez suivi l'évolution du groupe nantais et du joueur en l'occurrence là. Déjà, c'est pas le même en dehors des terrains, effectivement. Il vient d'expliquer pourquoi il a fait le choix de se rendre moins public. Et après, moi, j'ai une phrase qui m'est restée de lui en début de saison où on lui demandait comment il vivait d'être sur le banc. Et il avait dit moi, je m'en fiche, je travaille, on verra qui joue à la fin. Et puis, voilà, qui a joué à la fin, il était là. Donc, ça démontre son acharnement, son esprit compétiteur à répondre présent. Après, moi, j'aimais bien ses sorties dans le journal, donc s'il peut recommencer, c'est pas mal, quoi. Nicolas, justement, quand on découvre le haut niveau et la Ligue 1 et toute la médiatisation qui va avec, on a un peu tendance, comme ça, et envie de mordre dans tout et tenter de parler comme Lucas en avait un peu l'habitude la saison passée. C'est différent. Lucas, il avait déjà un passé en professionnel, un petit peu, donc il avait l'habitude de parler aux journalistes. Donc effectivement, comme il le disait, entre la Ligue 2 nationale et la Ligue 1. Moi, c'était pas le cas parce que je suis arrivé de la formation à Nantes. Donc quand tu arrives, tu es jeune, tu commences à jouer, tu fais très attention à ce que tu dis au tout début. Tu es formaté quelque part. Ouais. Pas formaté, mais tu fais attention, tu arrives sur la pointe des pieds. Donc au fur et à mesure, tu vois ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Là, Lucas, il a gardé le même discours en Ligue 1 et en Ligue 2 nationale, et forcément que l'impact n'est pas le même. Quand on voit pas beaucoup d'articles sur le national ou Ligue 2 qui sortent. Voilà, faut vraiment dire des choses énormes. Donc voilà. Par contre, moi, pour parler du joueur, j'aime bien sa générosité sur le terrain. Et il a apporté au fur et à mesure des années beaucoup plus de maîtrise et de technicité aussi dans son jeu, ça se sent. Mais il y a besoin c'est un joueur qui a besoin de courir. On le voit quand on le sent, on le bride de trop, ça lui va pas trop et on sent qu'il a envie d'aller un peu de l'avant et c'est bien. Je trouve que ça fait beaucoup de bien dans une équipe d'avoir des joueurs comme ça. Guillaume, votre avis ? Oui, je suis d'accord avec Nicolas. C'est vrai que ce qu'on retient, c'est sa combativité. Il court de la première à la 90e, il lâche pas le morceau. Alors techniquement, forcément, il y a un peu de déchets, mais bon, ça, on peut pas lui en vouloir. Mais il a un état d'esprit exemplaire et qu'il soit remplaçant ou titulaire, il donne toujours tout ce qu'il peut. Et ça n'a pas toujours été le cas à Nantes, donc ça, on peut pas lui enlever ça. Côté sportif, justement, regardez les statistiques de Lucado depuis 3 saisons. 2 saisons en Ligue 1, 1 saison en Ligue 2, 116 matchs, toutes compétitions confondues. C'est ça, Lucas ? Championnat, coupe, c'est ce que 10 buts. J'ai compté. Alors, il y a une erreur, c'est 1 but, hein. C'est pas 10 buts, c'est 1 but. Pardon, c'était cadeau, c'est pour moi. Voilà. On voulait vous faire plaisir. C'est ça, il y avait 1,0. Un but contre le club franciscain, d'ailleurs. J'en ai mis 2 alors. Contre Rennes. Ça fait 2 buts. C'est un but mythologique. Les statistiques. 2 buts. Quand on regarde ces stats, Lucado, finalement, c'est un indéboulonnable de cet effectif nantais depuis 3 saisons. Même si on va y revenir dans un instant, ça a été un peu différent cette saison-ci. Julien ? En tout cas, c'est un indéboulonnable du vestiaire. Après, il a eu un début de saison où, effectivement, il y a eu la concurrence de Kian Hansen. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en est accommodé, il a bossé, il a gardé un état d'esprit intéressant pour le groupe, à en croire ce que disait le coach. Et puis, sinon, on sait que Michel Azakarian, si on ne rentre pas dans ses attentes en termes d'état d'esprit, il leur coupe la tête au mec. Donc, Lucas, il est toujours là, donc la tête bien sur les épaules. C'est ce qu'on disait, après 2 saisons pleines, une en Ligue 2, une en Ligue 1, cette saison 2014-2015 semblait un peu plus compliquée. Regardez ces statistiques, 33 matchs joués cette saison, pas de but en championnat, 6 matchs en coupe, 1 but. Et lors des 17 premières journées, vous vous êtes retrouvé 10 fois remplaçant. Vous attendiez à cela en début de saison ? Je m'attendais à rien de particulier, je ne m'attendais pas forcément à jouer, je ne m'attendais pas à être remplaçant. Mais quand on a un statut comme vous... Mais j'avais pas de statut, comme le vôtre. C'est vous qui vous mettez des statuts à tout va à chaque fois. Est-ce qu'il est indéboulonnable ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Moi j'ai dit, et vous pouvez ressortir les vidéos ou les articles, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui était indéboulonnable. Certes, j'ai joué, peut-être que je le méritais parfois, peut-être que je ne le méritais pas.
Le fait est que j'ai joué, j'ai profité. Et quand j'étais remplaçant, on ronge son frein, ça fait chier, mais c'est tout, c'est comme ça. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus proche possible de ce que pouvait demander le coach pour pouvoir jouer. Résultat, j'ai joué. Et bon, après, je suis arrivé dans la période où j'ai joué et l'équipe allait moins bien. Donc, c'est compliqué aussi de sortir du lot et puis que les gens fassent attention à vous. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ce qui était important, c'était que l'équipe se maintienne. Et je pense que ce qu'on a fait, c'était intéressant, quoi qu'on en dise. Comment vous avez vécu cette période-là, ce début de saison un peu compliqué? Vous disiez, on ronge son frein. Malgré tout, là aussi, Lucado, il est toujours resté l'équipier modèle, je serais tenté de dire, c'est ça? Envie de travailler? Après, moi, j'ai toujours envie de travailler de toute manière, que je joue pas. Mais après, équipier modèle, ça dépend comment on considère le coéquipier modèle. Il y a des fois où j'ai pas eu le bon état d'esprit, c'est la vérité. Mais je suis un homme, quoi. Mais ça s'est jamais vu, concrètement, Julien? Nous, on ne vit pas dans le groupe. Nous, Lucado, ce qu'on peut lui reprocher, nous, c'est ce côté un peu, parfois, hautain qu'il a donné, parce que je ne pense pas que ce soit le personnage, mais le côté qu'il a donné parfois hautain au sortir des matchs où il balayait d'un geste de la main ou comme ça pour ne pas nous parler. Bon, voilà, presque, je pense que c'était un jeu aussi. Nous, on lui demandait, on s'attendait à une réponse un peu de ce style-là, alors qu'on savait très bien qu'il n'avait pas forcément envie de parler ou plus forcément envie de parler. Mais c'est le seul point que nous, on peut lui reprocher. Dans le vestiaire, on ne sait pas comment il s'est comporté. Ça, c'est la vie de groupe. Et je me garderais bien d'avoir un jugement là-dessus. Guillaume, vous avez compris, vous, en début de saison, que Lucado se retrouve sur la touche? Il y avait Hansen qui arrivait, il devait jouer en charnière. Finalement, Gilobogi est resté. Donc Hansen a fait il a fait 4-5 super premiers mois Hansen au milieu de terrain. Donc après, ça a été plus dur pour lui de récupérer sa place. Mais on l'a vu tout à l'heure, il a quand même joué 33 matchs. Je ne suis pas sûr qu'il ait été une fois remplaçant tout le long d'un match. À mon avis, il est toujours rentré en cours de match. Donc c'est quelque part, il n'a jamais rongé son frein pendant plusieurs matchs de suite à ne pas rentrer. Donc ça, quand on rentre, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure de jeu, ça aide à rester en confiance quand même. Compliqué à vivre ce genre de situation. Nicolas, vous l'avez vécu également dans certains clubs par lesquels vous êtes passé. C'est dur de garder un super état d'esprit. On l'a au départ, puis quand ça dure un peu plus longtemps, c'est... Alors quand on rentre, on a les meilleures intentions dans le jeu, mais après, dans l'état d'esprit général, c'est vrai que c'est dur à un moment de se dire qu'on est remplaçant, on attend un petit peu son heure et on a envie de montrer autre chose aussi, mais voilà, c'est naturel, ça. Il n'y a pas de souci. C'est plutôt honorable quand on a envie de jouer. Quoi. En plus, ça, c'est tombé sur lui. Il y a eu une recrue l'été dernier et il a fallu qu'elle prenne la place de Lucado. C'est tombé sur lui. C'était un cas de figure un peu nouveau aussi pour vous, parce qu'il n'y avait pas forcément énormément de concurrence l'an passé ou la saison précédente. Vous avez vite vu, plutôt, on va le dire comme ça, que vous seriez mis en concurrence justement avec Hansen, avec Gomis également, qui jouait à Birama Touré, qui lui est parti à Brest. Ouais, Birama il est parti, donc Kian l'a remplacé numériquement, donc ça veut dire qu'avant il y avait la même concurrence. Après, ce sont des choix, je ne vais pas revenir sur les choix qui ont été faits. Et non, je ne l'ai pas vu venir parce que c'est à partir du match de Metz, le deuxième match du championnat, où il joue. Après, il a joué au milieu de terrain. Mais moi, j'en veux à personne. Voilà, vous avez appris de ça aussi, finalement. On apprend toujours. Qu'on joue, qu'on ne joue pas, on apprend toujours. J'ai vécu des situations bien plus compliquées avant pour me prendre la tête avec ce genre de situation. Et ça peut paraître hautain et être sûr de moi de dire qu'à la fin, j'allais jouer, mais... Moi, je sais de quoi je suis capable et je sais surtout de quoi je ne suis pas capable. Donc, c'était important pour moi d'arriver à me retrouver mentalement, arriver à bien repartir après un début de saison compliqué pour enchaîner et m'aguerrir au fil des matchs et être plus titulaire que remplaçant, on va dire. Elle a laissé des traces, malgré tout, pour vous ou pour le groupe, ce début de saison un peu compliqué. Des traces... Est-ce que vous vous êtes dit... Enfin voilà, s'il y a quelque chose s'est cassé peut-être par rapport aux années précédentes? Non. Parce que vous étiez sur une lignée où vous étiez titulaire régulièrement? Avec les médias, ouais, il y a une petite cassure, mais c'est volontaire, c'est pas méchant. Après, moi, il faut que je me protège aussi, quoi. Je suis pas infusible à chaque fois. Ça va 2 minutes, c'est marrant. Après... Je suis capable de vous sortir des phrases comme vous aimez, mais ça ne m'intéresse plus, quoi. Peut-être que ça reviendra par la suite, mais là, ça ne m'intéresse pas.
et une cassure auprès du groupe ou du club. Non, il n'y en a pas eu. C'est compliqué des fois, mais je ne m'attendais pas à avoir un statut particulier avant cette saison. Donc, comme j'ai dit auparavant, le fait d'avoir vécu des choses plus dures pour moi ont fait que j'ai pris ça avec plus de philosophie. Il y a aussi le fait que dans ma vie personnelle, au moment de la préparation, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça allait pas bien. Et je pensais pouvoir faire la part des choses, mais on se rend compte que c'est très difficile mentalement d'arriver à dissocier les problèmes personnels des problèmes footballistiques. Et quand il y a un tout petit truc qui ne va pas dans le foot, ça prend des proportions mentales assez impressionnantes. Et c'est vrai que ça a été compliqué, mais j'ai su redresser la barre et je suis fier de ça. À l'image de Birama Touré, qui a été prêté à Brest, qui va revenir d'ailleurs, puisqu'il était prêté. Vous avez eu la tentation de partir ? Non, du tout. Non, ça aura des questions. Je ne sais pas pourquoi je partirais. C'était à moi de jouer, c'est tout. Alors vous faites partie de ce groupe. Guillaume. Je crois que tu n'as pas enchaîné 3 matchs de suite en étant remplaçant. Tu alternais titulaire, remplaçant, mais... Non, ouais, c'était particulier. Le seul regret que j'avais, c'était de ne pas pouvoir enchaîner plus titulaire. Parce que c'est compliqué. Ouais. Moi, de la manière dont je joue, il me faut 1 ou 2 matchs pour me mettre en route, quoi. Le problème que j'ai rencontré, c'est que je n'ai pas été forcément performant lorsqu'on a fait appel à moi en tant que titulaire. Donc ça ne jouait pas dans mon sens. Et c'est ça qui a amené de la frustration, en plus de ne pas jouer, quoi. Alors vous faites partie de ce groupe, on le disait, depuis 3 saisons. Est-ce qu'on arrive en fin de cycle, d'après vous ? On a posé la question à vos coéquipiers également qui sont passés sur ce plateau. Certains ont dit oui, d'autres non. Vous, comment vous vous situez ? On sait que certains vont partir. On pense à Serge Gakpé qui va partir au Genoa. Est-ce que... Pardon ? Genoa, oui. Et je suis pas les infos. Faut vérifier. Je suis basket maintenant. Vous vous situez comment ? Est-ce que oui, il faut un renouvellement ? De toute façon, il va y en avoir puisque Nantes peut désormais recruter. Il faut amener une petite touche de fraîcheur. Ouais. Ça ferait du bien. Après, il y a une usure un peu mentale. Oui, à chaque fin de saison, il y a une usure moi, c'est plus mental que physique. Là, tu vois, par exemple, je suis heureux dans 2 jours que ça soit fini parce que mentalement, j'en ai un petit peu marre avec la pression, etc., des matchs, toujours se remettre en question, il faut toujours être performant. Si tu n'es pas performant, il y en a un autre qui joue. C'est ça qui est difficile à gérer, je pense, dans le foot, au-delà des qualités que tu peux avoir. Et je suis content de partir en vacances. Il peut y avoir une usure, mais bon. On verra à la reprise si j'ai... Ça va faire du bien de se vider la tête un petit peu. Si j'ai toujours la même envie et tout ça, mais il ne devrait pas y avoir de raison. À partir du moment où je peux courir sur un terrain, moi, je suis heureux. On va parler de votre avenir, justement. Il vous reste 1 an de contrat jusqu'en juin 2016. Est-ce que les dirigeants vous ont proposé une prolongation ? On a vu qu'Osvaldo Viscarando, il n'y a pas longtemps, dans Ouest France, disait... C'est à ce moment-là, lui aussi est en fin de contrat en 2016, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on ait des propositions pour préparer l'avenir. Est-ce que, concrètement, vous avez eu une proposition des dirigeants nantais ? Concrète, non. Après, il y a des discussions, mais moi, je ne parle pas de ça. Je laisse ça à mon agent. Après, moi, je ne m'occupe pas de ça. Je suis que sur le sportif. Et puis, mais vous avez quand même envie d'y voir un peu clair pour l'avenir. Je suis sous contrat jusque 2016 et blablabla et blablabla. Ouais. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot et tout ça. Nicolas, quand vous étiez joueur, ce genre de situation, vous les gériez comment ? C'était aussi tout laissé à l'agent ou vous aviez besoin, vous, de savoir ? Je suis quasiment toujours parti en fin de contrat, moi. Donc ça me va. Ça me va. Après, il se passait ce qui se passait, mais je ne me posais pas 36 000 questions. Je jouais, j'avais tellement de plaisir d'être sur le terrain. Et c'est une chance, moi je prenais ça comme une chance d'être encore là et de pouvoir jouer, de pouvoir faire ce que j'aimais. Et effectivement, comme a dit Lucas, les vacances font énormément de bien. On ne se rend pas compte vraiment de tout ce qu'il y a. Il y a l'aspect physique, on est fatigué physiquement, mais il y a l'aspect psychologique aussi et mental. C'est la répétition. Oui, puis ça demande une exigence voilà, j'allais dire tous les jours. C'est pas tous les jours forcément, mais même à l'entraînement maintenant, il y a de plus en plus d'exigences pour être performant et puis pour gagner sa place, pour jouer, pour apprendre, voilà. Et les vacances font du bien. Donc, mais les fins de contrat, après c'est au club surtout de le gérer ça, parce que laisser partir des joueurs qui sont performants dans l'année et qui sont libres, après c'est compliqué.
On peut entendre justement ici. Oui, j'ai une chose. Julien. Olivier Végnot, lui, disait, moi, je me sens mieux quand je sais que j'ai encore un an de contrat. Il disait aussi, j'ai connu le chômage. Donc c'est. Est-ce que toi. J'ai connu le chômage. Ouais, mais justement, est-ce que justement, toi, c'est quelque chose qui. J'ai commencé à m'inscrire. Ça fait flipper, hein, la feuille des acédiques, là. Non, mais est-ce que toi, tu as besoin pour être plus serein? Tu parlais des petits problèmes qui peuvent avoir de l'impact sur le jeu. Est-ce que tu as besoin pour être plus serein d'y voir plus clair sur 1 an et demi, 2 ans ou vraiment Je sais pas. La dernière fois que je me suis retrouvé en fin de contrat, c'était à Reims. Je suis monté en Ligue 1. J'avais joué la saison. Tu peux pas monter plus haut de toute façon. Là, Si, il y a l'Europe. Ah, il y a l'Europe. Je sais pas, peut-être. Hein. J'ai pas. C'est une situation un petit peu complexe. Ça dépend de quel côté on se place. C'est sûr que si on commence à penser négativement, à se dire si je me blesse et que je pars 6 mois en soins, etc., qu'est-ce que je vais retrouver? Moi, je pense pas à ça. Comme disait Nico, c'est vrai que ce qui fait plaisir, pour moi, c'était pareil que lui, c'est d'être sur le terrain. Moi, je suis heureux. J'ai encore vu le coach hier. Pour moi, c'est que je suis heureux quand je suis sur un terrain, quoi. Et quand j'ai ce bonheur-là de pouvoir évoluer et faire ce que j'aime, et je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai. J'ai de la chance, je travaille, mais j'ai aussi beaucoup de chance et je savoure cette chance-là. Donc, je préfère regarder les choses positivement plutôt que de me poser des questions sur ma situation. On peut entendre ici ou là que certains joueurs ont envie de partir. Issa Sissoko l'a dit clairement, envie de découvrir autre chose. Ça peut s'appliquer à vous aussi? Oui, ça fait 2 ans, on entend ça. Il va encore rester, ça. Mais vous, puis de toute façon, le président a dit que personne ne partirait. Donc. Justement, on va l'écouter. Valdemar Kita, c'était après le match face à Lorient. Quelle transition. Merci. On l'écoute. Alors que ça soit clair une fois de plus, aujourd'hui le budget est préparé pour acheter les joueurs et pas du tout de vendre dans le budget. D'accord ? S'il y a des opportunités qui se présentent, écoutez, on verra en moment voulu. Mais aujourd'hui, c'est pas question de vendre. Julien, vous y croyez ou pas ? Non, c'est les belles paroles blablabla, comme disait moi, Lucas. j'ai dit blablabla pour par le président. président, mais c'est les belles paroles du foot, pardon. C'est les belles paroles du foot. Voilà, il est dans son rôle. Il va pas dire je suis prêt à brader mes joueurs. Donc voilà, il va faire jouer la loi de l'offre et de la demande. Après, je pense qu'il a aussi envie de garder quand même un socle parce qu'il a vu que la stabilité avait plutôt bien réussi ces 3 dernières années au FC Nantes. Mais s'il veut faire venir du monde, je pense qu'il faut aussi se délester un peu parce qu'un effectif pro à 30, c'est difficile à gérer, je pense. Nantes a connu ça. C'est pas bon d'avoir trop de joueurs dans l'effectif, Nicolas? Ça dépend. Après, il faut juste pouvoir alimenter, j'allais dire, c'est compléter le groupe et qualitativement, et voilà, pas en quantité, mais qualitativement. Et ça, tout le monde l'a dit, ils l'ont dit, le chantier, c'est devant. Ouais. Les attaquants, ça ne se donne pas. Donc, s'il a le budget pour 1 ou 2 attaquants, tant mieux. Il a une enveloppe. Moi, j'ai du mal à croire qu'il ne vendra pas pour acheter. Donc. Sur un cas comme Hansen, qui va certainement partir, qui était venu pour remplacer Papy Djilobodji, on fait comment ? Parce que Papy Djilobodji, samedi soir, avait un bon de sortie du président. Est-ce qu'il peut revoir ses plans, Guillaume ? Si Papy Djilobodji s'en va, et en plus de Hansen, il va forcément falloir recruter un défenseur à un moment. Donc, à moins que Kofi Djidji fasse la saison prochaine, mais ça va être compliqué. Ou que Lucado joue au milieu de terrain. Il faudra quelqu'un en plus. De toute il faudra façon, en plus dans tous les cas. Mais dans tous les cas, il va être obligé de vendre parce qu'il va pas se retrouver avec un effectif de 35 joueurs. Ils sont déjà assez nombreux, plus le retour de prêt, plus les 6-7 recrues qui devraient arriver, à mon avis. Il faudra vendre, c'est sûr. Vous verriez jouer en défense centrale ou pas, Lucas ? Parce que vous l'avez fait en plus. Est-ce que vous seriez prêt à faire toute une saison en défense centrale, si on vous le demandait ? Moi, je suis heureux sur un terrain de football. Donc au milieu, comme à Partout, gauche, comme après, il y a des postes où on est plus à l'aise que d'autres. Ouais. J'ai déjà joué défenseur central. Je pense que je suis bon en défense. Mais tu prends moins de plaisir. Comment ? Tu prends moins de plaisir qu'au milieu. C'est des plaisirs différents, on va dire. Derrière, c'est vraiment le duel 1 contre 1 avec l'attaquant. Tu ressors du match, tu te dis, ouais, voilà, lui, je l'ai tué. C'est ça le plaisir que tu as. Et on va dire que j'ai la facilité technique en plus de derrière parce que moi j'ai l'habitude de jouer au milieu, donc ça me permet de ressortir plutôt proprement les ballons et j'aime bien, mais c'est 2 facettes différentes, quoi. Au milieu de terrain je cours énormément et moi j'aime bien courir, et derrière c'est vachement plus axé sur il y a énormément de duels 1 contre 1 et faut moins se louper aussi parce que derrière il n'y a plus que le gardien, quoi. Nicolas,
Vous, l'ancien défenseur central. Et Et vous avez joué milieu de terrain également. Ouais, vous partagez. Oui. Là, c'est beaucoup de concentration, plus on descend quand on part de devant, quand on descend vers derrière, moins il y a le droit à l'erreur, forcément. Le gardien encore moins que nous, mais c'est comme ça. Et puis, mais ça fait partie du jeu. C'est plus une usure psychologique et physique. Mais Lucas a besoin de courir, on le sent. On sent même quand il joue en défense centrale. Des fois, il y a le moment où, souvent un moment dans le match où il prend le ballon qui voilà, il part avant. Ouais. Ouais. Mais en même temps, tant que c'est dans le jeu, c'est très bien. Non. Après, il y a des compensations à faire. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est bien. Pour terminer sur le cas Lucas II, vous avez l'impression d'être toujours une priorité, autant qu'avant, je dirais, des dirigeants nantais, du coach nantais, pour la saison qui vient et celles qui suivent? Bon, j'en sais rien, moi. Il faut leur demander, à les appeler. Je sais pas. Après, il y a tellement de langue de bois dans le foot que même quand on demande un avis à quelqu'un, on peut ne pas forcément avoir la vérité. Donc moi, je sais pas, je sens pas de choses particulières qui ont changé. On a cette impression qu'il y a énormément de choses qui vont bouger parce qu'on a le droit de recruter. Donc on va attendre de voir, quoi. Alors cette saison 2014-2015 qui se termine samedi avec ce déplacement à Amiens. Quel beau déplacement. C'est pas très loin de chez vous en plus. Vous pourrez rester après. C'est pas loin. La dernière fois que j'ai joué là-bas, c'est le match où on est monté avec Reims. Stade de la Licorne. Cette fois-ci, vous y jouerez contre un relégué, le Racing Club de Lens, pour cette 38e et dernière journée de Ligue 1. On en parlera d'ailleurs de ce match rapidement tout à l'heure. Une saison qui va se terminer. Mais Nantes ne sera pas dans les 10 premiers. C'est l'objectif des dirigeants nantais. On va en reparler dans un instant. Samedi dernier, vous aviez la possibilité d'ailleurs de décrocher, pourquoi pas, et de vous rapprocher des 10 premiers. On va revoir les images. C'était face à Lorient lors de la 37e journée et vous avez partagé les points, un but partout. Est-ce que les Nantais peuvent nourrir des regrets, là, Lucas, sur cette rencontre? On va voir. Il y a l'égalisation, mais il y a surtout beaucoup d'occasions nantaises. Ouais. Sur ce match-là, je pense qu'il y avait mieux à faire. Et c'est vraiment dommage parce que, comme l'a dit le président, au niveau financier, au-delà de l'aspect sportif, au niveau financier, c'est une grosse perte d'argent. 3 à 4 millions. Hein. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être bénéfique pour le club. Là, c'est une belle passe. Voilà, ça m'aurait fait une stat en plus. GK, il m'a gâché le truc. Vous lui avez dit d'ailleurs à GK après? Parce que zéro passe cette saison. Il est passe décisif. Ah ouais, mais bon, c'est pas faute d'en faire. Hein, et après... Ils marquent pas là, les mecs. Non, alors les 3-4 millions, hein, c'est avec les droits télé. Hein, ouais, on termine 10e, on gagne tant. Et même plus on descend de place, et moins on gagne d'argent. Hein. D'un point de vue de fierté de sportif, fierté d'homme et d'orgueil, des fois c'est dommage de terminer derrière certaines équipes alors qu'on les a dominées à chaque fois qu'on les a jouées. Alors à l'issue de cette 37e journée, regardez le classement. On y voit déjà plus clair. Hein, Paris est champion, Lyon finira deuxième et donc en Ligue des Champions. Et la troisième place va se jouer, c'est le dernier suspense entre Monaco, Marseille et Saint-Etienne. Le Finland 13e avec 45 points. Evian, Metz et Lens sont relégués. Alors on va s'attarder sur le cas nantais dans un instant. Avant le PSG champion, Lyon deuxième. C'est dans la logique des choses, Guillaume? Lyon deuxième, je crois que personne s'y attendait en début de saison, mais au vu de la deuxième partie de saison, oui, c'est dans la logique des choses. Mais on s'attendait plus à voir Marseille ou Monaco. Après, Paris champion, c'est pas une grande surprise. La surprise, c'est que le suspense a duré plus longtemps que prévu, finalement. Ouais. Surpris aussi, Lucas, que Lyon tienne la dragée haute au Paris Saint-Germain, vous qui avez rencontré les deux équipes, ouais. Mais c'est une belle équipe. Hein. C'est une belle équipe avec énormément de joueurs formés au club. Ce qu'ils ont fait, c'est assez remarquable. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que le PSG. Ouais. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient champions pour récompenser leur saison. Il y a l'air d'avoir de bons jeunes avec un bon état d'esprit. Et... Ils y arriveront peut-être l'année prochaine, en rentrant dans un nouveau stade, la Ligue des Champions. Ouais, c'est dur. Attention, parce que les nouveaux stades, en général, ça insuffle plus souvent une dynamique négative que positive. C'est pas ce que je leur souhaite. Hein. Mais rivaliser avec le PSG, c'est compliqué. Hein. C'est très très fort. Hein. Nicolas? Ils n'avaient pas de Coupe d'Europe cette année. C'est ça, ils vont découvrir la Ligue des Champions. C'est ce qui peut faire la grosse différence la saison prochaine. Les champions Coupe d'Europe, ils n'avaient pas du tout de match européen cette année. Donc ils ont pu aussi... Dans les coupes, ils se sont fait éliminer rapidement. Evian, Metz, Lens, relégués, pardon. Là aussi, c'est dans la logique ou...
peut y avoir une surprise sur une de ces 3 équipes-là? Oui, c'est assez logique. Sur l'ensemble de la saison, c'est les équipes qu'on a vues le moins avec le plus de difficultés, et surtout particulièrement Lens et Metz. Après Evian, ça s'est décanté plus sur le tard. Mais non, c'est 3 équipes qui méritent, entre guillemets, de descendre. Après Evian, comme tous les ans, on aurait pu se dire qu'ils allaient s'en sortir parce qu'ils avaient l'habitude quand même, de gérer ces situations-là. Ils ont quand même géré une l'année dernière qui n'était pas facile en jouant à Sochaux. Dernière journée, Mais c'est qu'ils ont fait. Ils ont fait l'année dernière à Sochaux, ils n'ont pas réussi à le faire cette année. Vous avez eu peur justement pour votre équipe formatrice, votre club formateur Reims, qui a joué très serré jusqu'à la fin? Ouais, c'est sûr. Là, ça aurait été un beau pied de nez que je me retrouve en Ligue 1 et en Ligue 2 2 ans après. Mais je suis pas dans cette logique-là, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Mais je suivais attentivement les résultats. D'ailleurs, quand on est sorti du match de Bordeaux, c'est le premier résultat que j'ai regardé parce que forcément, malgré tout ce qui a pu se passer à la fin, même si c'est mal décanté, ça reste ma ville et mon club de cœur. Donc forcément que j'ai regardé le résultat. Ouais. Alors il reste donc une seule inconnue, le suspense pour cette dernière journée, c'est la 3e place. Qui, pour vous, Monaco, Marseille, Saint-Etienne? Lucas, puisque vous connaissez les 3 équipes pour les avoir jouées. Monaco, pour cette place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils ont 2 points d'avance quand même, les types. Ouais. C'est solide à l'extérieur. Lorient n'a plus rien à jouer. Ils vont à Lorient. Et je les vois pas. Marseille accueillera Bastia. Non, moi, Monaco. Nico, pareil, ouais. Depuis longtemps. Monaco. Pour ce qu'ils ont proposé aussi dans la saison. La solidité de l'équipe. Ouais. Ils revenaient au classement. On sentait qu'il y avait quelque chose de c'est pas forcément très beau à voir, mais c'est très efficace. C'est l'île de l'année dernière, quoi, un peu. Ouais. Donc en espérant qu'il y ait un peu plus pour l'année prochaine pour eux, et puis pour le championnat, puis pour la Ligue des Champions aussi, s'ils la font. Mais c'est intéressant d'avoir 3 clubs comme ça qui peuvent prétendre à jouer la Ligue des Champions. Quand on voit le parcours qu'a fait Paris, qu'a fait Monaco cette année, et le potentiel qu'a Lyon, c'est bien. Alors les Canaries de leur côté, 13e avec 45 points, ils reperdent une place. L'objectif de la 10e place est raté, mais c'est ce qu'on a titré. Est-ce que pour autant la saison est manquée, Julien? Non, puisque le maintien c'était l'objectif. Et moi ce que je retiendrai en fait dans la saison, c'est que il y a une fin un peu en déception, puisque c'est vrai que le top 10 n'est pas atteint, mais l'équipe n'a jamais été réellement en danger, n'a jamais songé à la descente. Il y a eu les matchs de Guingamp et Evian qu'il fallait absolument gagner. Mais voilà, 30 points à la mi-saison, une certaine sérénité quand même tout le temps. Et bon, le fameux janvier-février noir du FC Nantes. Mais voilà, globalement, je trouve qu'il y a eu des progrès sur cette saison parce qu'il y a eu cette capacité à rester toujours assez nettement la tête hors de l'eau et au-dessus de la ligne rouge, quoi. Alors pourtant, à l'issue du match face à Lorient, Valdemar Kita, le président nantais, ne cachait pas sa déception. Écoutez, il répond aux questions de Julien Hertin. Je suis convaincu qu'il faut travailler beaucoup plus. En travaillant plus, automatiquement, on peut récupérer par rapport à un manque physique ou technique par rapport à tout ça. Et en travaillant plus, je pense qu'on aurait pu récupérer et gagner peut-être 20 ou 30% dans le jeu. Messieurs, vous partagez l'analyse, Guillaume, de Valdemar Kita. Nantes n'a pas assez travaillé ou en travaillant plus aurait pu... J'imagine que le coach a beaucoup apprécié cette remarque. Non, je ne partage pas du tout ce point de vue. Il faut donner plus. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? J'ai vu des joueurs qui sont quand même bien dépensés, qui ont couru, qui ont donné leur maximum. On a l'équipe, on n'a pas pu recruter. On a une équipe qui vaut ce qu'elle vaut. Il n'y a pas de joueurs qui se sont cachés ou qui ont joué à quelques 70% tout le long de la saison. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis il y a cette saison-là, mais il y a les saisons précédentes également, Julien. C'est dur ce que dit le président Kita là. Ouais, après, c'est dur et c'est à mon sens injustifié quand on regarde les 2 saisons, notamment du FC Nantes en Ligue 1. Après, est-ce qu'il n'est pas un peu dans son rôle d'essayer de voir toujours plus haut on reproche parfois à Toulouse et à Sadran de ne pas avoir d'objectifs plus ambitieux, de ne pas dynamiser un peu son groupe, de ne pas chercher à jouer mieux que le maintien. Voilà, c'est des pics. Après, je pense que Valdemar Kita, si on lui avait dit il y a 2 ans, vous allez terminer 2 fois dans le top 15 de la Ligue 1 et en étant maintenu quasiment en avril, il signait, quoi. Ça peut être sur le coup de la déception, Nicolas. La déception de ce point du match nul, alors que Nantes pouvait, comme le disait Lucas tout à l'heure, largement gagner face à Lorient aussi. Sûrement, mais c'est très vaste ce qu'il a dit en fait.
Voilà, il faudrait être plus précis. Ça veut dire peu de choses et beaucoup de choses en même temps. Travailler plus. Il y en a qui travaillent beaucoup mais qui brassent de l'air, hein, donc ça les aide pas. Par contre, voilà, être efficace, travailler différemment, mais ça veut dire beaucoup de choses et en même temps pas dire grand-chose. Donc, Parce que vous avez bien travaillé, Lucas, finalement, cette saison. En fait. Vous terminez fatigué, j'imagine, une saison comme ça. Ouais. Après, une question, est-ce qu'on travaillera plus pour gagner plus? Ah, alors ça, si le président l'entend. Je plaisante. C'était un slogan de notre ami Sarkozy, non? C'est ça. Qui était respecté. Non, pas du tout. Moi et l'argent, non, c'est pas... Non, l'ami. Ah oui, d'accord. Et oui, je pense que dans son discours, il y en a à prendre, à laisser, mais le message principal, c'est que je pense qu'il aimerait tirer encore plus de nous, de nos capacités, de nos qualités. Sûrement qu'il croit en nous, enfin j'espère. Écoutez justement ce qu'il pense de ce groupe qui vit ensemble depuis 3 ans. Deuxième tradition. Écoutez-le. On avait travaillé avant, regardez. Humainement, au niveau de mental, les joueurs, on a eu une super équipe, beaucoup de je dirais, politesse, courtoisie, gentillesse, mais on a besoin aussi de la personnalité qui sont des meneurs. On ne peut pas être toujours le meneur et d'aller, je dirais, à la guerre tout seul. Donc il faut quand même que j'ai des guerriers avec moi. Il manquait de caractère, ce groupe, messieurs. Manquait de leader, peut-être un peu chevronné. C'est ce que veut dire le président Kifat. Je pense que c'est ça, parce qu'il a eu des combattants, il a eu des guerriers. Après, ouais, peut-être que c'est un groupe jeune. 31 ans, je crois, le joueur le plus vieux du groupe. Ça reste quand même un groupe jeune, donc peut-être qu'il manquait de mecs un peu chevronnés, un peu... Mais Guillaume, Michel Derzakarian, pour vous, c'est pas un guerrier. En tous les cas, c'est l'image qu'on en a. Si lui n'est pas un guerrier, il n'y en a pas beaucoup. Non, je trouve que c'est un guerrier. C'est vrai qu'il manquait de joueurs d'expérience, il n'y avait pas de joueurs très expérimentés. Mais je ne comprends pas trop le reproche que formule Valdemar Marquita à l'égard de son équipe. Je pense que chacun a fait sa part du travail et après, s'il veut une meilleure équipe, il faut bien recruter au mercato là et puis il aura une meilleure équipe. Ça prouve encore un peu plus les tensions, peut-être, entre les deux hommes. Le fossé qui existe surtout sur ce match-là, parce que Michel Derzakarian était a priori plutôt content du match. Lui, le président, ne l'était pas du tout. Et ça a été ça tout au long de la saison. Alors justement, quid de l'avenir de l'entraîneur? Nantais, il est encore sous contrat pendant une saison. La semaine dernière, ici même, il nous disait « Moi, je suis encore sous contrat. Il n'y a pas de problème. » Écoutez Valdemar Marquita, à l'issue du match, toujours face à Lorient, concernant ce sujet. Sincèrement, je pense qu'il est libre de faire ce qu'il a envie de le faire. Maintenant, c'est à lui de poser la question. Moi, aujourd'hui, il a encore un an de contrat et je ne vais pas me fixer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la saison qui va suivre. Alors, il fait ce qu'il veut. Quel enthousiasme. Ouais. J'ai lu ça dans la presse, j'ai du mal avec cette phrase, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce que le coach fait, en clair, c'est un peu ça. Il prépare la saison. Mais ce qui est important, c'est la saison prochaine. Ouais. Mais la saison prochaine, elle se prépare avec un coach. Donc forcément qu'il faut savoir, c'est très important de savoir pour lui ce que le coach va faire. Enfin, si le coach sera Michel ou pas. Ils travaillent ensemble de toute façon, c'est ce qu'ils lui disent depuis le début. Le coach a une importance capitale dans le jeu de l'équipe, dans la construction, dans tout. Donc c'est même une des pierres primordiales. Après, forcément qu'il y a les joueurs qui doivent animer tout ça. Mais le coach c'est une importance capitale. Donc forcément que ça doit être décidé. Comment faut-il comprendre ça, Julien, Guillaume, ou entendre le message de Valdemar Marquita, là? Alors, il y a 2 lectures, à mon sens. La première, c'est peut-être il n'a pas à se fixer là-dessus, puisqu'il y a un contrat qui est en cours, et il estime qu'il n'y a pas à se soucier de ça. L'important, c'est de préparer l'effectif, et qu'aujourd'hui, Michel Derzakarian n'a pas affiché de volonté de départ. Il est aussi sur Là, pour le coup, ils se rejoignent tous les deux. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis sous contrat jusqu'au FC Nantes, enfin jusqu'en 2016, pardon, et le président dit la même chose. Donc, il y a cette lecture-là. Et après, il y a aussi le côté un peu... il fait ce qu'il veut. S'il veut y aller, il part. C'est pas forcément très adroit, en tout cas, pour démontrer à son coach qu'on a envie qu'il reste. Quoi qu'il en soit, le FC Nantes, Guillaume, est un vrai virage, là, après 3 saisons avec le même groupe, cette saison où Nantes n'a pas pu recruter pour les raisons que l'on sait. Va pas falloir se rater, grosso modo, c'est ça? Va pas falloir se rater, et j'ai un peu peur que sur certains joueurs, ils se ratent, les dirigeants nantais, parce qu'on l'a vu, ils ont recruté 6 joueurs, grosso modo, pour la Ligue 1. Hormis Vizcarrondo, il n'y en a aucun autre qui n'est vraiment un titulaire indiscutable, que ce soit Charter, Gomis, Odell, Hansen et j'en oublie un, Bedoya. Donc c'est pas des échecs forcément de recrutement, mais c'est des joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables.
Donc il va falloir très bien cibler ses recrues pour pas trop se tromper. On peut être confiant pour l'avenir, Julien? Oui, enfin, une fois encore, ça va dépendre des pioches qui vont être faites. Si ils arrivent à associer à leur discours des actes cohérents, à savoir recruter plutôt Ligue 1 français, des gens qui, voilà, l'exotisme a une part de limite quand même. Ouais, on peut l'être. Il y a un socle, il y a une culture, il y a un public, il y a des joueurs qui vont rester, qui ont envie que le FC Nantes fonctionne. Voilà, enfin. Mais si le recrutement est un peu plus exotique qu'ils ne le prétendent aujourd'hui, parce que faute de moyens, voilà, avec des joueurs, un grand nombre de joueurs qui arriveront en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, vaut mieux que la saison démarre bien. Là, on sent vraiment qu'on est à un virage aussi au sein du club, Lucas, et quand on fait partie de cette équipe, on se dit qu'on joue gros sur cette 3e saison de Ligue 1. Oui, forcément, hein, ça va être important de bien gérer ça pour l'avenir de tout le monde. Il y a aussi énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Faire attention de ne pas se retrouver dans la situation d'un club comme Valenciennes, où l'année où ils sont descendus, ils avaient 12 fins de contrat. Je crois qu'il y a bien une dizaine de fins de contrat qui s'annoncent là pour 2016. Ça fait 10, ouais. Il y a ça, plus l'autorisation de recruter. Et peut-être que ça a commencé, hein, quand on ne peut pas acheter pendant 2 ans quelque chose et qu'on veut. Des fois, on peut se lâcher un peu trop. Je ne sais pas, on verra. On est dans l'inconnu un petit peu. Mais c'est vrai que c'est super important là, de la manière dont on va réussir à entamer la saison prochaine. Peu importe les joueurs qui seront là et ceux qui ne seront pas là, mais ça va être super important de bien démarrer. Allez, pour terminer, on va parler, parce que la saison n'est pas terminée, je vous le rappelle, Lucas, vous avez encore un match, et ce sera face au Racing Club de Lens, un club relégué déjà en Ligue 2. Je me tourne vers Nicolas, parce que vous y avez joué 3 saisons à Lens. Ça vous peine de voir cette équipe lensoise en arrivée là où elle est? C'est un peu comme Nantes, il y a quelques saisons, qui était remontée puis qui était redescendue directement. Ouais. On peut faire le parallèle entre ces deux clubs? Oui, mais après, je ne vais pas être très original et puis ça peut faire langue de bois, mais ce n'est pas le cas. C'est pour les supporters, parce que c'est un public quand même fabuleux. Alors cette année, ils ont été délocalisés, donc ce n'était pas simple pour eux. Et pour le président, Gervais Martel, qui est un président qui vit pour son club et que pour son club. Il a fait tellement de choses pour le club, il s'est mis en danger et il est encore en danger, très en danger pour le club. Et contrairement à d'autres présidents que moi j'ai côtoyés qui disaient être à fond pour le club et qui en fait tiraient leurs intérêts personnels, lui, c'est tout le contraire. Donc voilà, ça me fait de la peine pour lui et j'espère que le club va réussir à rebondir très très vite. On va la découvrir d'ailleurs, cette équipe de Lens. C'est la lignée par Antoine Camboiré, parce que c'était aussi un homme, un entraîneur reconnu, Antoine Camboiré, sur cette saison, mais qui finalement n'a rien pu faire pour cette équipe, avec des joueurs qu'on ne connaît pas trop. Et il y a des joueurs revanchards, on pense notamment à Rioux, hein, c'est pas le compte, c'est Rioux, hein, qui est dans la cage, Rudy Rioux, dans la cage lensoise. Cette équipe, elle partait de toute façon de trop loin. On se rappelle du début de saison où Antoine Camboiré, pour des histoires d'argent qui n'arrivaient pas de la part de Mamadov, hein, le mécène qui devait amener l'argent pour ce club de Lens, Antoine Camboiré avait dit « Moi, je n'entraîne pas cette équipe pendant 1 mois l'été dernier ». C'était trop compliqué pour cette équipe lensoise, Julien. Moi, je pense que s'ils avaient déjà pu, si le RC Lens avait pu bénéficier de son stade et de son public, les choses auraient été différentes. Ça reste quand même une Nantes, Félix Bollaert. Là, parce qu'on le rappelle, hein, Félix Bollaert est en travaux pour l'Euro 2016. Et donc, Lens a joué à Amiens, dans le stade de la Licorne, un stade de Ligue 2 ou de National, avec une pelouse à la limite du praticable. C'est un beau stade, mais c'est moins... Il y a moins d'ambiance forcément qu'à Bollaert. Même pour l'équipe, déjà, elle joue quand même tout le temps à l'extérieur, ou presque. Et puis, enfin non, tout le temps à l'extérieur, c'est pas presque. Et puis, en plus, on connaît l'impact de Bollaert, hein, sur des adversaires. Donc, il y avait, à mon sens, à Bollaert, et même avec cette équipe-là et ce staff-là, une petite pensée pour Bertucci, que j'ai côtoyé au Mans, qui était vraiment un mec très bien aussi. Pour ce staff-là, je pense qu'il y avait quelque chose à tirer. Là, ça faisait beaucoup de handicap, pas de stade, des incertitudes quant à la prolongation de la saison, quasiment au fil des matchs. Quel souvenir vous en gardez, Lucas, du match aller? C'était le premier match de la saison. Elle vous avait fait, on va revoir quelques images, vous gagnez 1-0.
Mais vous avez posé quelques problèmes, cette équipe lensoise? Oui, elle venait de monter. Premier match en Ligue 1 pour certains, parce que c'est une équipe jeune. Et c'était un match assez, on va dire, tactique, qui s'est décidé à la fin avec l'entrée de Yacine et de Joe. Et Joe, oui. Et c'est dommage pour eux, c'est dommage. Mais le problème, c'est... Moi, ce que je reprocherais au club de Lens, mais je reproche surtout aux instances. On ne peut pas se permettre de faire monter un club comme ça on a l'impression que ça rafistolé à droite à gauche, justement pour les faire monter, pour justifier leur montée sportive, alors qu'ils n'ont pas pu assurer derrière. Et c'est dommage parce que ils n'ont pas pu comment dire, prendre plaisir pleinement durant cette saison, les joueurs. Ça a dû être une saison galère quand on est comme ça à se maintenir, à pas réussir à se maintenir. Et 4-5 journées avant la fin, ça veut vraiment dire qu'ils étaient loin du compte. Et c'est difficile quoi, pour beaucoup de joueurs, je pense. Et qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine? Est-ce qu'à mon avis, ça va s'orienter vers un dépôt de bilan, hein. Ouais. Alors ça donne quoi les Lens-Nantes? Parce que c'est quasiment déjà la fin de l'émission. Depuis que les deux équipes se rencontrent en Ligue 1, regardez, 10 victoires pour Lens, 12 pour Nantes, 14 nuls, 42 buts lensois, 45 nantais. Dernier Lens-Nantes, c'était à Bollaert et c'était en 2006-2007 avec une victoire lensoise 2-0. Et la dernière victoire nantaise à Bollaert, c'était en 2002-2003, un but de Nicolas Savino. En Ligue 1. Et c'était en Ligue 1, bien évidemment. En Ligue 2, on avait gagné à Lens. Exactement. Un dernier mot, il reste une dizaine de secondes, ça sera sans les supporters nantais, ça aussi il fallait le noter, parce que la Ligue, c'est consternant pour vous. La décision de la Ligue est consternante et la décision de la préfecture de la Somme est aussi consternante. Parce que la Ligue et la préfecture de la Somme... Il n'y a aucun antécédent entre les supporters nantais et lensois. Même s'il y avait des antécédents, je veux dire, c'est dommage. On suivra cette dernière journée et ce dernier match. Merci Lucas, bonnes vacances. On n'est pas en vacances. Il faut jouer avant. Hein. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir fait le déplacement sur le plateau de Foot. Merci également à tous les trois. Merci à Nico, Annabelle, Glenn, Yannick, Dany et JB. On se retrouve jeudi prochain parce que Foot, ce n'est pas terminé. On fera le bilan de toute cette saison 2014-2015. Et puis lundi 19h, vous retrouvez les meilleurs moments de Lens-Nantes avec Jean Annex. Très bonne fin de journée. Salut.